Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la grande interview sur PRC TV. Le 11 mars 2025, les parlementaires sont entrés en session et pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un ancien membre du gouvernement et qui est également député de la Nation. Je reçois aujourd'hui l'honorable Roger Mellingui. Roger Mellingui, bonjour. Bonjour, M. Fouda. Comme je viens de le dire, vous êtes ancien membre du gouvernement, vous êtes député de la Nation et puis vous êtes également président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Alors, c'est à ce titre que nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci de me recevoir à cette prestigieuse chaîne de la télévision de la présidence de la République. Merci également, Roger Mellingui. Alors, grâce à la vivacité diplomatique du président de la République, le président Paul Biya, les députés siègent dans un bâtiment flambant neuf, très beau. Quel est le sens que vous donnez au fait que les députés siègent dans un cadre aussi prestigieux? Pour ceux qui connaissent les institutions de la République, ils savent que l'Assemblée nationale, c'est, j'allais dire, le haut lieu de l'effectivité de la démocratie dans notre pays. À l'Assemblée nationale, nous recevons les membres du gouvernement, c'est souvent l'occasion des questions orales. Nous recevons des groupes de la société civile. Nous recevons divers ordres de notre pays et je pense que doter l'Assemblée nationale, comme le chef de l'État l'a fait, d'un ensemble immobilier aussi prestigieux et aussi fonctionnel, marque tout à fait l'intérêt que le chef de l'État a pour l'Assemblée nationale. Et je pense que le fait d'ailleurs que les députés aient décidé d'appeler ce palais le palais Paul Biya est assez significatif. Les députés sont tout à fait heureux de travailler dans un contexte tout à fait différent par rapport à ce que nous avions avant. Et les bâtiments sont fonctionnels et nous sommes tout à fait heureux de travailler dans ce contexte. Et nous devons dire encore une fois merci à M. le Président de la République. Est-ce que cela change votre perception du pouvoir législatif? Ah oui, tout à fait. Je pense que le fait que dans un contexte qui est difficile, sur le plan économique, que le chef de l'État ait pensé qu'il était nécessaire de doter l'Assemblée nationale de ces installations montre encore une fois l'importance qu'a l'Assemblée nationale dans notre pays. Beaucoup de gens ne perçoivent pas tout à fait de quoi il s'agit. Et parfois, j'entends ici et là des critiques qui relèvent plus, j'allais dire, d'un manque d'information que de véritables jugements de valeur. L'Assemblée nationale, dans une démocratie, est le lieu où véritablement s'expriment les peuples concernés, en ce qui nous concerne, les députés représentant les différentes catégories de population dans notre pays, où on rencontre le gouvernement qui vient exposer, qui vient exprimer à la fois ses préoccupations et également comment faire face aux différents enjeux auxquels nous sommes obligés de faire face. C'est véritablement le lieu, j'allais dire, de la démocratie camerounaise. Et encore une fois, je pense que le fait que nous soyons dotés de cette installation, qui est la maison du peuple en réalité, nous y habitons d'autres manifestations, il y a des gens qui viennent parler aux députés, et il est normal qu'ils soient accueillis dans d'excellentes conditions, et vraiment c'est le cas. Et vous venez de le dire, il a été baptisé Palais des Verts Paul Biya. Palais des Verts Paul Biya, tout à fait, je pense que ce palais ne méritait pas mieux. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut dire que l'ancien palais de Verts était déjà un tout petit peu étroit, pas seulement pour les ambitions démocratiques dans notre pays, mais également pour les questions de fonctionnalité. Et il était temps que nous soyons dotés d'une installation de cette envergure. Et encore une fois, nous sommes tout à fait reconnaissants au chef de l'État d'avoir bien voulu nous donner cette infrastructure. Conformément à la Constitution et à son règlement intérieur, à l'ouverture de la session de mars, l'Assemblée nationale a procédé à l'élection de son bureau. Tous les membres de l'ancien bureau ont été reconduits, à commencer par le très honorable Kavayi Yegué Djibril. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce processus qui a reconduit notamment les membres de ce bureau et Kavayi Yegué Djibril? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un statu quo? Qu'est-ce que vous en pensez? Ne confondons pas statu quo et stabilité. En réalité, le chef de l'État, nous le connaissons déjà depuis un certain temps.
la manière dont il prend les décisions, la manière dont il dirige le pays, c'est loin d'être l'agitation que nous connaissons ici et là dans d'autres pays. Et je crois qu'à la veille des élections aussi importantes que ce que nous avons d'abord l'élection présidentielle qui arrive en octobre, et puis toutes les autres élections qui suivent, nous avions plus besoin de stabilité. Nous avons besoin de gens qui vont parler à la population, ce sont ces gens-là qui savent de quoi on parle, qui ont été là depuis un certain temps, et qui ont la crédibilité nécessaire pour que les mots d'ordre, en tout cas en ce qui nous concerne le RDPC, qui seront donnés par notre parti, et les engagements qu'un nouveau pendant le chef de l'État soient diffusés dans la population par des gens, par des hommes qui sont des hommes d'expérience. Et si vous regardez le bureau de l'Assemblée nationale, aussi bien au niveau du bureau lui-même que des commissions, ce sont tous des hommes d'expérience qui savent de quoi on parle, qui connaissent leur pays et qui connaissent les Camerounais. Car il va falloir parler aux Camerounais parce que ce sont les députés qui sont à l'avant-garde de cette discussion, de ces dialogues avec les autres Camerounais pour les convaincre, n'est-ce pas, des nouveaux choix qui vont être faits. Vous êtes président du groupe parlementaire RDPC. Oui. Et la presse que j'ai consultée pendant la préparation de cette émission dit de vous que vous êtes un homme d'expérience. Alors dites-nous, comment on fait pour constituer un bureau consensuel quand on est numériquement ultra majoritaire? Pour faire le consensus, c'est très simple. Il faut engager le dialogue avec les personnes concernées. Donc, ce n'a pas été extrêmement difficile. Encore une fois, nous avons en face de nous des gens qui sont connus par leurs collègues, parce qu'il faut dire qu'après les investitures, on passe en plénière pour que l'ensemble des députés apportent leur voix à ceux qui ont été investis. Voilà la procédure. Donc, ce sont tous des gens, des hommes d'expérience que nous connaissons. Et ce sont des hommes qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser une formule relativement facile. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Roger Mélingué, pour continuer, pour aller dans l'autre articulation de cette émission, je vais vous convier à un échange, vous parlez de dialogue, à un dialogue avec un confrère de la rédaction qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ce sera dans quelques secondes. Après cette transition, nous revenons. À tout de suite. De retour sur le plateau de PRC TV, je reçois aujourd'hui l'honorable Roger Mélingué. Je le disais à l'instant, nous aurons un échange avec un confrère de la rédaction qui est déjà en place. Il est au studio 2. Abdoul Kadir Ngoura, bonjour. Merci, bonjour Alain Patrick Fouda. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cet exercice devenu habituel pour la grande interview. Honorable Roger Mélingué, heureux de vous retrouver dans cet exercice sur les antennes de PRC TV. Alors, Abdoul Kadir Ngoura, l'honorable est à vous. Merci Alain Patrick Fouda. Vous permettez qu'on entre justement avec cette question qui tient également la vedette. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais était tout devant de la scène à l'occasion de la célébration des 40 ans de cette formation politique, sous le thème d'ailleurs « Tenons-nous prêts » derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle. Alors, honorable, doit-on considérer que la campagne électorale est d'ores et déjà lancée au sein de votre formation politique? Je vais vous dire, toute personne engagée sur le champ politique et qui, à un moment ou à un autre, estime qu'elle doit solliciter le suffrage de ses concitoyens, doit se sentir en campagne électorale en tout temps. La campagne électorale ne signifie pas de la démagogie. La campagne électorale signifie l'écoute des populations, signifie la prise de mesures susceptibles de résoudre les problèmes évoqués. La campagne électorale, c'est aussi de dire la vérité, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et notre parti s'est fait le devoir de parler vrai aux Camerounais
et de faire en sorte qu'à tout moment, ces Camerounais puissent avoir les réponses à leurs préoccupations. Alors, si vous pensez que c'est de la campagne, nous disons oui, nous devons être en campagne tout le temps, nous devons être près des Camerounais, nous devons être près de notre électorat, nous avons la responsabilité du Cameroun, c'est le RDPC qui a la responsabilité du pays sur le plan politique. Il est donc normal que nous soyons tout près de ces Camerounais et qu'à l'occasion d'un anniversaire comme celui-là, qui n'est pas une bonne chose, c'est quand même 40 ans, nous puissions effectivement nous déployer sur l'ensemble du territoire, dans toutes nos sections, pour que nous parlions aux Camerounais et qu'on célèbre cet anniversaire, car ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays savent que la naissance du RDPC s'est faite dans un contexte particulier. Il est normal que 40 ans plus tard, on puisse évoquer ces aspects-là, qu'on puisse parler aux Camerounais, non seulement des 40 ans passés, mais également de l'avenir. D'où peut-être votre idée de campagne électorale, puisque nous sommes à la veille d'une échéance extrêmement importante. Oui, nous sommes en campagne, mais nous avons toujours été en campagne. Alors, honorable, vous l'avez souligné peut-être à grands traits dans vos propos introductifs de la nécessité de préserver un climat social apaisé pendant et après ces échéances électorales. Quels sont les arguments à faire valoir aujourd'hui pour mieux convaincre les Camerounais à aller dans le même sens que vous? Je pense que la paix, c'est une condition substantielle. Aucun progrès ne peut être fait dans un pays s'il n'y a pas la paix. Je pense que nous avons malheureusement de nombreux exemples dans le monde qui, à l'évidence, devraient convaincre les plus sceptiques. Rien de durable, rien de profitable, à la fois sur le plan individuel et collectif, ne peut se faire sans la paix. Or, le président Biya est un homme de paix, tout le monde le sait. Et son parti doit refléter cette option qui n'est pas simplement idéologique, qui est morale. Comment voulez-vous parler de développement, parler du futur de nos enfants sans que ces personnes soient assurées de la paix? Parce que, comme je disais, c'est la condition substantielle. Donc, quand nous disons aux Camerounais que nous devons préserver à tout prix la paix avant, pendant et après, ce n'est pas juste c'est pas de la rhétorique. Parce que je dis encore une fois, de nombreux pays ont connu des échéances électorales qui se sont déroulées dans des conditions difficiles. Parfois, il y a eu des violences, et ces violences ont entraîné des destructions et des morts. Pendant même le scrutin, il y a eu devant et dans certains bureaux des affrontements. Et après, je ne vais pas citer des pays que vous connaissez bien, les choses se sont très très mal passées, et parfois sur une longue période. Si nous pouvons éviter à nos frères, à nos concitoyens, les affres d'une situation comme celle que nous avons vécue ailleurs, je ne vais pas citer les pays, je crois que c'est probablement le premier devoir que nous avons. Allons aux élections, que les électeurs s'expriment, mais ils peuvent et doivent pouvoir s'exprimer dans la paix. D'ailleurs, quelle valeur peut-on attribuer au résultat d'une élection qui ne s'est pas passée dans la paix? Je ne vois pas. Parce qu'on peut très bien imaginer que les pressions ont été exercées, on peut très bien imaginer que le vote a été fait sous la peur, sous les menaces. Dans ces conditions-là, encore une fois, c'est la paix qui est véritablement la valeur cardinale. Alors, de ces échéances électorales, parlons-en, honorable, c'est la dernière question. Je sortirai bien évidemment par là. Pourriez-vous nous donner un argument jugé imbattable pour lequel les Camerounais doivent porter leur choix sur votre champion, le président Paul Biya? Oh, quand vous dites un seul, il y en a tellement, je ne sais pas lequel choisir. Nous avons un pays qui vit en paix, nonobstant certains aspects qu'on peut voir ici et là. Nous avons un pays dans lequel les Camerounais peuvent s'exprimer librement, parce que c'est ça également, j'allais dire, les attributs de la citoyenneté, être en mesure de s'exprimer. Nous avons un pays
où le chef de l'État a décidé de nous donner la liberté pour notre avenir. Je crois qu'on parle souvent des réalisations du chef de l'État, mais on oublie une chose essentielle qui est fondamentale, et tous les grands pays se sont conçus sur cette base, c'est la décentralisation. Qu'est-ce que cela signifie? C'est donner aux citoyens le pouvoir de construire son avenir en choisissant son conseiller municipal. Et vous savez que les communes sont devenues l'épicentre du développement local. Peut-on espérer mieux que d'avoir à décider soi-même de son propre avenir? Et je pense que j'aurais pu vous faire la litanie des réalisations ici et là, on n'en finirait pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est, j'allais dire, l'idée d'ailleurs que le chef de l'État s'est fait de notre pays. Le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun a des citoyens responsables. Nous l'avons présenté, nous l'avons vu durant, les 40 ou les 50 dernières années. On a vu les Camerounais prendre un certain nombre de décisions qui ont prouvé leur maturité politique. Donc, cet ensemble, cet ensemble de conditions, cet ensemble de faits que nous pouvons vérifier, sans verser dans la démagogie, tous les Camerounais peuvent se rendre évidence que le message du chef de l'État, c'est un message de paix, c'est un message de progrès pour tous, et c'est un message de liberté. Et ça, dans un monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, si vous n'avez pas la liberté, excusez-moi, il y a un vrai problème, même pour votre développement. Donc, je ne suis pas sûr de vous avoir fait la liste ex cathedra de tout ce que vous attendiez. Vous aurez pu attendre des raisons pour lesquelles on devrait choisir notre champion. Mais je vous ai donné les conditions dans lesquelles le Cameroun a vécu, vit, et la perspective qui nous attend demain, encore une fois, dans un contexte de paix. Et c'est cette paix-là qui nous permettra effectivement de jouer des libertés que nous avons et de faire en sorte qu'ensemble, nous puissions construire notre pays. Monsieur Roger Milingui, vous parlez de décentralisation. La plupart des grandes nations sont des nations décentralisées. Absolument. Et donc, le président Paul Biya ambitionne de moderniser notre nation à travers l'implémentation et l'accélération du processus de décentralisation. Depuis longtemps, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Ce n'est pas à l'État central de décider de votre avenir. Et l'efficacité économique, en regardant l'histoire économique dans le monde et ce que les autres grands pays sont devenus, ce sont les pays qui ont choisi la liberté pour leurs citoyens d'entreprendre, d'organiser leur vie. Ce sont ces pays-là qui ont réussi. Les grands pays que je ne veux pas citer, tous sont des pays décentralisés. Et je crois que s'il était nécessaire au lendemain de l'indépendance de structurer l'État, d'en faire une entité forte, capable de nous garantir un certain nombre de conditions de vivre ensemble. Je vous rappelle quand même que nous avons à peu près 300 ethniques ou groupes ethniques dans notre pays. Ce n'était pas une chose facile. Donc il fallait passer par cette étape où on consolide l'État. Et maintenant, le chef de l'État, dans sa vision stratégique, a considéré qu'il était temps de donner maintenant aux citoyens camerounais qui ont fait la preuve de leur maturité, la capacité de prendre leur destin en main, de choisir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent devenir. Roger Milingui, après les élections de 2025, suivront 2026 avec les législatives et les municipales. Vous y pensez déjà? En tant que militant du RDPC, j'y pense forcément. Pas forcément pour moi. Je suis un soldat au service de mon parti. Et si le parti me fait confiance, il n'y a absolument aucune raison que je ne puisse pas assumer les responsabilités. Mais pour le moment, ce qui est important pour nous, c'est l'élection présidentielle. C'est que le chef de l'État, notre champion, puisse être élu. Le reste se déterminera par la suite et nous pouvons lui faire confiance pour savoir comment est-ce que les choses vont se passer. Et je suis convaincu que je vous renvoie d'ailleurs à la lecture de la circulaire de notre secrétaire général du comité central, pour vous dire que nous sommes prêts pour cette échéance électorale-là qui arrive, et pour toutes les autres, avec l'avantage et notre confiance et la certitude pour nous de gagner.
vient du génie politique du président Biya. Nous avons un parti qui se trouve par ses sous-sections, ses cellules, ses comités de base, dans tous les petits coins du Cameroun, en milieu urbain comme en milieu rural. Dites-moi quel autre parti est capable de montrer, n'est-ce pas, une telle organisation territoriale? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le RDPC. À partir de là, même arithmétiquement, nous sommes fondés à penser que la victoire sera la nôtre. Maintenant, nous avons en plus à la tête de notre parti un homme d'expérience qui connaît le Cameroun et qui connaît les Camerounais. Pourquoi ne pas rêver à la victoire? Abdul-Kadir Ngoura, merci d'être passé, merci de vous être prêté à ce jeu. Et on vous retrouve très vite. À très vite, justement, Alain Patrick Fouda, c'est un plaisir. Honorable Roger Melingui, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, de votre disponibilité. Merci. Merci. Merci encore une fois. Après une courte transition, nous revenons continuer cet échange avec l'honorable Roger Melingui. À très vite. À tout de suite. De retour une fois de plus sur ce plateau, vous regardez la grande interview sur PRC TV. Je reçois aujourd'hui l'honorable Roger Melingui, ancien membre du gouvernement, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Roger Melingui, en tant que président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, quel est votre rôle? Bien, le rôle est d'assurer la discipline du parti à l'Assemblée nationale. En quoi cela consiste? Ça consiste d'abord et avant tout de faire en sorte que le vote des députés RDPC aille dans le sens de soutenir l'action du gouvernement. Et je pense que jusqu'à présent, historiquement, je ne peux pas dire que ce soutien des députés RDPC à l'Assemblée nationale ait manqué au gouvernement camerounais, à tous les gouvernements qui se sont succédés à l'Assemblée nationale. Cela ne se fait pas sans mal. Ce ne sont pas des bénis oui-oui. Ça signifie qu'il faut discuter avec le gouvernement, il faut comprendre ce que le gouvernement veut faire, il faut éventuellement rapporter au gouvernement ce qui se passe sur le terrain pour que les actions, si elles doivent être collectives, soient menées et faire ensemble que tout cela se fasse en intérêt de la population. Donc, et le rôle donc, du président du groupe parlementaire est de faire en sorte que le vote à l'Assemblée corresponde à ce que le parti et à ce que le gouvernement souhaite, mais en même temps de faire connaître au gouvernement les préoccupations qui sont celles des populations que nous représentons. Donc il y a un go-between, si j'ose dire, entre le gouvernement et la population et les élus pour que tout cela se fasse de manière harmonieuse. Donc voilà notre rôle. Il est modeste, mais il est quand même suffisamment important pour qu'on se sente honoré de pouvoir jouer ce rôle-là. Alors dites-nous, avec un groupe majoritaire comme vous l'êtes à l'Assemblée nationale, vous parlez d'harmonie. Comment vous faites pour... Est-ce que vous ne comptez uniquement que sur la discipline du parti pour canaliser les différentes énergies qui parfois s'entrechoquent à l'Assemblée? Ce que j'ai dit tout à l'heure, la discipline n'exclut pas la discussion. Il y a des séances de travail, il y a des audiences que les ministres accordent aux députés, il y a des commissions pendant lesquelles des discussions ont lieu sur un projet de loi ou sur un autre. Il y a des questions orales. Donc, c'est une alchimie qui se crée pour qu'aboutisse enfin, disons, une prise de décision qui soit des députés qui soit favorable au gouvernement. Et je peux encore une fois dire que chacun joue correctement son rôle. Les Camerounais ne savent peut-être pas suffisamment que les députés ont également pour mission de contrôler l'action gouvernementale. Tout à fait. C'est extrêmement important. Donc,
Cette discipline ne peut avoir lieu que si le contrôle de l'action gouvernementale est effectif. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent effectivement, disons, en âme et conscience, donner leur voix, donner leur vote à ce que propose le gouvernement. Donc ce n'est pas sans discussion préalable, ce n'est pas sans souci d'améliorer éventuellement les propositions qui peuvent être faites. Donc le président du groupe parlementaire est un peu celui qui est sur tous ses fronts pour essayer de faire en sorte qu'effectivement la discipline gouvernementale ne soit pas une camisole, de force, mais soit essentiellement une adhésion à une politique qui est définie, à une politique qui est expliquée, à une politique qui est comprise. Que répondez-vous à certains détracteurs qui pensent que l'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, est incapable de débat efficient pour mener à bien sa double mission d'adoption des lois et de contrôle de l'action gouvernementale? C'est méconnaître le fonctionnement de l'Assemblée nationale et peut-être devons-nous être plus proactifs, devons-nous être en termes de communication avec la population, avec l'opinion, pour ainsi l'appeler, car quand on connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est une question qui ne devrait pas se poser. Demandez un tout petit peu à un membre du gouvernement quand il doit aller défendre une loi à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des commissions ou au niveau de la plénière. Je peux vous assurer que pour lui, ce n'est pas un exercice facile. Parce que ce n'est pas parce qu'on soutient le gouvernement qu'on va ne pas lui poser des questions que se posent tous les Camerounais. Et je crois que comment dire, à la fois la bonne attitude en termes de soutenir l'action du gouvernement ou en termes de discipline n'exclut pas du tout qu'on pose les bonnes questions ou même les questions qui fâchent. Parce que forcément, de là, jaillira peut-être la solution qui permettra de rectifier l'action du gouvernement, soit sur le terrain, soit même dans la loi. Donc, le fait que ce soit une majorité écrasante, dont nous sommes fiers, puisque le peuple camerounais nous a donné cette majorité écrasante, nous sommes fiers de là, ça ne nous empêche pas du tout de faire correctement notre travail, qui est, comme vous l'avez si bien dit et rappelé, le contrôle de l'action gouvernementale, oui, en même temps que le vote des lois. Et comment est-ce que vous réagiriez si en face de vous, vous aviez quelqu'un qui pense que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement? Quelle serait votre réaction? Ma réaction, c'est de dire qu'il ne connaît pas les réactions, les réalités de l'Assemblée nationale. Et je lui donnerai volontiers une invitation pour qu'il puisse venir assister à certaines questions orales pour voir effectivement ce qui se passe. Parce que le fait de dire chambre d'enregistrement est une appréciation, j'allais dire, négative de l'action. Et je dis que n'est possible que quand on ne sait pas comment ça se passe effectivement. Et tout Camerounais a la possibilité de se faire inviter à une séance plénière de questions orales où effectivement les questions que les Camerounais se posent sont posées au gouvernement par les députés pour qu'effectivement on ait un éclairage sur ce qui se fait ou alors qu'on ait une information sur les préoccupations. Les questions orales que nous venons au niveau de ce qu'on appelle la conférence des présidents, que nous venons de considérer comme recevables, à l'entrée de cette session, il y en a 24. Je ne sais pas si dans des choses les plus diverses, dans des domaines les plus divers, ça part de ce qui se passe quelque part au fin fond d'un de nos départements, comme les choses qui se passent à Yaoundé, les ordures, je ne sais pas, la délivrance des cartes d'identité, etc. C'est toutes ces choses qui sont la préoccupation quotidienne des Camerounais. Je peux vous dire que les députés se font l'écho de cela auprès des autorités et obtiennent que les rectifications, les améliorations soient faites. À ce stade, oui, combien de projets de loi ont été présentés ou alors adoptés pour cette session? Pour cette session, je crois que nous avons 4 projets de loi qui sont en cours d'étude parce que vous savez que ça passe
d'abord dans les commissions. Oui. La commission compétente reçoit, après la conférence des présidents, reçoit ce projet de loi qui est donc examiné en commission. Une fois que la commission a fini de l'examiner, on passe donc à la plénière et tous les députés en discutent et votent le projet de loi qui est soumis par le gouvernement. Vous venez de dire que tout Camerounais peut se faire inviter pour assister. Écoutez, si vous voulez, je vous invite volontiers, je vous donne une invitation, vous verrez, vous viendrez dans dans les tribunes qui sont prévues pour les Camerounais, pour les spectateurs, pour les observateurs, et vous verrez comment les choses se passent. Et pour le Camerounais lambda? Vous n'êtes pas un Camerounais lambda, mais dites-moi quel Camerounais lambda vous voulez que j'invite, je l'inviterai volontiers. Alors, avez-vous souvenance d'une commission d'enquête parlementaire initiée à l'Assemblée nationale qui aurait permis de sauver le Cameroun d'une dérive quelconque? C'est une très bonne question. Je n'ai pas le souvenir, mais je ne veux pas dire que ce n'est pas parce que je n'avais pas le souvenir maintenant que ces commissions n'aient pas lieu. Vous savez, le Cameroun a une longue histoire parlementaire. Je crois que avant l'indépendance, la première institution, je peux dire, qui symbolisait le pays, c'était le Parlement, puisqu'il y avait l'ADCAM, il y avait l'ALCAM, oui. et donc avant l'indépendance. Donc il y a une longue tradition, j'allais dire, parlementaire dans notre pays, et certainement, on peut, en regardant les archives, retrouver des commissions parlementaires. Et il faut dire que ce sont des moments assez, particuliers de la vie nationale. Quand on commande une commission parlementaire, qui est ad hoc forcément, ça veut dire qu'on s'est saisi d'une situation extrêmement préoccupante et pour laquelle on a besoin d'un éclairage autre que ce qu'on peut lire dans les médias ou ce qu'on peut lire dans auprès des différents leaders d'opinion. Donc, moi, je ne serais pas étonné que la recherche de ces informations, de cette information nous donne l'existence d'une commission parlementaire. Mais je n'ai pas été pendant les 2 mandats que j'achève mon second mandat, nous n'avons pas eu une situation qui nécessitait la création d'une commission parlementaire. Roger Melingui, la Constitution dispose que l'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif et au législatif, mais l'opinion constate que tous les textes qui sont adoptés à l'Assemblée nationale au cours de la législature en cours émanent du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi est-ce que les députés ne font-ils pas des propositions de loi? Eh bien, cette observation est pertinente. Elle est pertinente. D'ailleurs, on peut voir cela dans la plupart des pays qui sont à notre niveau de développement. Parce que faire une loi, ce n'est pas une chose extrêmement facile. Faire une loi appelle souvent un certain nombre d'études préalables pour lesquelles beaucoup de députés, même au sein de certains partis, n'ont pas les moyens de conduire. Parce que vous avez, la plupart des lois ont pour vocation à donner une impulsion nouvelle à un secteur d'activité, une impulsion nouvelle, j'allais dire, à un mode social, c'est-à-dire à certaines habitudes, certaines traditions, etc. Oui, ce qui est logique. Mais cela appelle des études préalables, que l'on sache qu'est-ce qui existe en ce moment de manière scientifique. Ce n'est pas le fait que vous et moi, nous constatons que dans nos villages, on fait telle ou telle chose, et puis je vais à l'Assemblée nationale pour dire comment ça se passe comme ça chez les Bétis, ça doit se faire comme ça au niveau national. Non. Cela nécessite un certain nombre d'études, des études comparatives, ce qui ne sont pas une chose facile à faire. Et quand on veut également faire un projet de loi, ça correspond à une vision globale de la société. Ce n'est pas simplement un aspect de la société que nous devons avoir, d'où la nécessité, et quand on prépare ces projets de loi, je peux en parler parce que j'étais membre du gouvernement, c'est plusieurs départements ministériels qui travaillent ensemble pour pouvoir arriver à quelque chose de cohérent qui ne heurte pas d'autres aspects de la vie de notre pays et qui correspondent également à la vision du chef de l'État. Donc c'est important. On élit un président de la République. Il vous présente
ce qu'il pense pour le pays, ce qu'il veut pour le pays, et vous l'acceptez. Vous dites, Monsieur le Président, très bien, on vous suit. Donc, il n'est pas surprenant que l'essentiel des lois, ou la quasi-totalité des lois, qui vont demain régir cet avenir ou ce présent, soient issues du gouvernement qui l'a mis en place. Je vous défie de me donner des pays comparables aux nôtres où vous avez tant que ça des propositions de loi. Par contre, ce qui se passe, c'est que le gouvernement procède à des consultations et les députés sont très souvent consultés quand un projet de loi est en cours d'étude. Et c'est là que les députés apportent leurs contributions, lesquelles contributions sont mises à profit pour finaliser le projet de loi et faire en sorte que ce projet puisse s'insérer dans l'arsenal de toutes les dispositions légales qui existent, sans qu'il y ait ici et là des contradictions qui finalement rendent peut-être le projet de loi inopérant. Donc, moi, je ne suis pas étonné personnellement que ce soit le cas, parce que je sais ce que c'est que la complexité de mettre en place une loi dans un pays comme le nôtre, et je ne peux pas m'offusquer du fait que c'est le gouvernement qui a les moyens, à la fois en termes d'études et en termes, j'allais dire, de normalisation, qui a les moyens de le faire, qui nous présente ce projet de loi, qui par la suite d'ailleurs sont discutés amplement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour étudier ces projets de loi? Je vous ai dit que souvent les députés, très souvent, quand c'est un projet de loi extrêmement important, sont consultés. Prenons le cas du projet de loi des finances. Vous savez qu'il y a toujours une discussion avant que le projet n'arrive. Oui. Ça montre bien que quand il y a un texte qui peut être techniquement difficile, qui peut, j'allais dire, figurer ou préfigurer un choix fondamental, il est nécessaire de consulter les députés avant que ce projet de loi n'arrive. Donc, c'est valable pour le projet de loi des finances que pour tous les autres projets, dès lors qu'ils présentent un aspect qui me semble d'abord multisectoriel. Il y a très peu de lois qui ne concernent qu'un secteur d'activité sans impacter d'autres secteurs. Et là, effectivement, la consultation est nécessaire. Pas seulement la consultation des différents services gouvernementaux, mais également la consultation des députés et des représentants du peuple. Je vais vous dire, par exemple, nous avons une loi sur la fiscalité locale qui a fait l'objet d'une consultation extrêmement large, y compris des maires qui doivent l'appliquer. Donc, c'est pour dire que ne faisons pas j'allais dire, une fixation sur le fait que des propositions de loi ne sont pas... Ce qui est important, c'est qu'on ait de bonnes lois qui correspondent à la vision du chef de l'État, qui correspondent à l'amélioration des conditions de vie des populations du Cameroun. Et si elles sont du gouvernement, eh bien, tant mieux. Parlons un petit peu de vous, vous êtes le fondateur de l'Institut supérieur des sciences agricoles, halieutiques et environnementales. Et au vu de la spécificité de cette académie, on comprend qu'idéologiquement, vous vous rapprocheriez de votre prédécesseur à la tête du groupe parlementaire RDPC et surtout du chef de l'État, lui-même qui croit dur comme fer au bienfait de la terre. Oh, c'est trop d'honneur que de vouloir, disons, me rapprocher de ce point de vue, de ce que fait le chef de l'État et de ce qu'il pense. Nous sommes là à son école. Nous sommes là à son école. Il a dit très clairement et plus d'une fois que la terre ne ment pas. Et je vais insister un peu sur ce point, si vous permettez. Allez-y. Quel est le problème, en dehors des problèmes de sécurité que nous avons dans notre pays, qui est essentiel? C'est le chômage des jeunes. C'est le chômage des jeunes et des moins jeunes. Parce que c'est là qu'un individu peut être totalement déstructuré. C'est là qu'une société peut finalement manquer
ou dépenser des moyens qu'il aurait pu consacrer à autre chose. Quand nous importons, par exemple, pour 300 milliards de francs CFA de poissons ou de riz ou des choses de ce genre, c'est autant d'argent que nous pourrions économiser en développant ces productions dans notre pays. Donc, ma conviction est que, et partageant effectivement cette vision du chef d'État et entièrement, c'est que nous devons tout faire pour que l'agriculture et l'élevage, dont nous avons les moyens, c'est un facteur de production fondamental que nous avons dans notre pays. Nous avons la mer, nous avons la montagne, nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons même le désert. Donc nous avons tous les écosystèmes qui peuvent se prêter à une production agricole à la fois diversifiée et correspondant à nos besoins, et pouvant même faire l'objet d'une exportation. Mais c'est une richesse extraordinaire. Donc il faut donc mobiliser les jeunes et les moins jeunes pour qu'ils s'intéressent à cette production. Et je crois aussi que l'agriculture, malheureusement, est mal perçue dans notre pays. Et c'est pour ça que le chef d'État n'arrête pas de le dire et que lui-même montre l'exemple. Ce n'est pas un sous-métier. C'est un choix de vie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu faire autre chose qu'on se lance dans l'agriculture. Non. Il faut comprendre que la terre que nous avons là, ces écosystèmes sont un facteur de production extraordinaire pour nous. Et qu'aujourd'hui, l'État qui recrutait à une certaine époque, tous les diplômés de l'université, j'allais dire presque tous, ne peut plus le faire. Et c'est bien ainsi. Ça veut dire que l'État est arrivé à une certaine maturité dans son organisation et que l'économie doit jouer son rôle, c'est-à-dire fournir des emplois, c'est-à-dire créer des emplois pour les Camerounais. Et dans quel secteur allons-nous faire cela le plus facilement, si j'ose dire? Mais c'est dans l'agriculture. Nous avons les terres, nous avons des jeunes, nous avons des gens. Et à côté des villes qui sont devenues aujourd'hui des villes extrêmement, avec une population extrêmement nombreuse, Yaoundé, c'est 4 millions d'habitants. Ça veut dire que nous devons travailler pour nourrir ces 4 millions d'habitants. Je parle un peu de Douala. Mais nous ne pouvons pas le faire autrement qu'en faisant en sorte que ce métier-là, on l'apprenne. L'agriculture aujourd'hui ne peut plus être faite comme l'agriculture d'autrefois. Aujourd'hui, il y a un itinéraire technique qu'il faut respecter, il y a des rendements qu'il faut respecter, il y a donc un apprentissage, d'où la création de cet institut qui a pour objectif justement de former des jeunes gens au métier de l'agriculture. Parce que l'agriculture est un métier, ce n'est pas un métier de survie, c'est une vie. On choisit de l'être. Il faut donc faire en sorte que ces jeunes gens qui sortent puissent créer leur entreprise, puissent se lancer individuellement ou avec d'autres, pour faire en sorte que non seulement ils contribuent à la production nationale, mais ils contribuent à faire de leur vie quelque chose de créatrice de valeur. Donc, je suis content que vous ayez évoqué ce problème, parce que c'est un aspect qui a même j'allais dire, des contraintes culturelles. La colonisation nous a appris que c'est l'administration, c'est quand on a son matricule qu'on a réussi sa vie. Mais c'est faux. C'est tout à fait faux. En tout cas, le matricule, c'est devenu quelque chose de très rare. Et dans ces conditions, je crois que tout le monde doit comprendre que pour nos enfants, pour l'avenir, nous devons nous organiser pour que la production agricole, halieutique, soit effectivement une source de revenus et un secteur qui produit de l'emploi et des richesses pour notre pays. Parlant du cacao, notamment, le Cameroun est devenu 4e pays exportateur de cacao. Oui. Et cette embellie crée une forme d'émulation dans notre société. Comment est-ce que le Cameroun peut faire pour augmenter sa capacité de production du cacao? Le Cameroun, aujourd'hui, a amélioré effectivement au niveau de sa production son rang. Mais nous avons gagné 2 places. Nous avons gagné 2 places, c'est très bien. Mais ce qui est encore mieux,
c'est de gagner notre vie de mieux en mieux avec le cacao. Et là, au-delà de gagner de place, ce que nous pouvons faire, c'est d'améliorer les rendements. Les rendements agricoles au Cameroun, concernant le cacao, c'est 300-400 kg à l'hectare. Mais il y a des pays qui font 1 tonne à l'hectare, qui sont dans le même écosystème que nous. 1 tonne à l'hectare. Alors imaginez, ça représente quoi? Ça représente 3 fois le revenu que l'exploitation moyenne camerounaise donne à un Camerounais qui se lance dans l'agriculture. Ça veut dire qu'il recevait aujourd'hui 3 fois ce qu'il reçoit. Ça veut dire que non seulement l'amélioration des rendements permet de produire plus, donc d'améliorer le rang du Cameroun dans la production de cacao, mais ça permet en plus, sur la même superficie, que l'exploitant vive mieux et gagne beaucoup plus d'argent et puisse investir dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je me réjouis que la conjoncture internationale soit extrêmement favorable à la cacaoculture, mais il faut savoir que ces prix ne sont pas définitifs. Et que autant ils sont montés rapidement, tant peut-être demain ils vont descendre. Mais qu'est-ce qui va permettre à la cacaoculture de continuer à rester rentable? Ben, c'est l'amélioration des rendements. C'est l'amélioration des rendements. Et là, il faut un meilleur encadrement de nos agriculteurs. Et ceux qui se lancent dans l'agriculture, dans la cacaoculture, apprennent effectivement comment on fait une cacaoculture, comment on fait la cacaoculture. Ce n'est plus l'affaire de, comme on le faisait avec le grand-oncle, le grand-père. C'est terminé. Il y a de nouvelles variétés, de nouvelles techniques qui permettent effectivement d'améliorer les rendements. Donc, pour répondre directement à votre question, pour moi, au-delà de l'extension des superficies, la première chose à faire, c'est l'amélioration des rendements. Nous observons depuis cette embellie des exportations de cacao, des gratte-ciel qui sortent de terre. Et puis, même dans les villages, les gens vivent mieux. Donc comment est-ce que vous percevez ça? Mais je m'en réjouis. Ça m'en réjouit. Je m'en réjouis d'autant plus qu'à un moment donné, j'ai entendu un discours. Oh, le cacao, c'est une production coloniale, il faudrait peut-être arrêter cela. Et c'est faux. Je peux en parler, j'ai vécu pratiquement 15 ans dans l'activité de commercialisation du cacao pour notre pays. Les produits issus du cacao sont consommés par les pays les plus riches du monde. C'est-à-dire que si vous prenez par tête d'habitant la consommation des produits issus du cacao, cette consommation est élevée, est la plus élevée dans les pays à revenus par tête d'habitant élevés. C'est-à-dire les pays nordiques, les pays européens et aujourd'hui la Chine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une culture du passé. Ce n'est pas une culture du passé. C'est une culture qui a de l'avenir. La preuve. Mais j'ai entendu des discours, non, il faut arrêter le cacao. Mais on le dit pourquoi? On le dit parce que les rendements sont faibles. Et la détérioration des termes de l'échange a fait qu'effectivement, si vous continuez à avoir des rendements de l'ordre de 200 kg à l'hectare, alors que pour les produits importés, vous dépensez de plus en plus d'argent, mais vous vous approvissez. Oui. D'où la nécessité d'améliorer les rendements pour continuer à faire en sorte que le cacao soit rentable. On ne peut pas dire qu'une culture n'est pas rentable si on n'en a pas amélioré les conditions d'exploitation. Donc nous devons améliorer les rendements pour que, quels que soient les prix sur le plan international, ces prix-là soient toujours rentables pour nous. Parce que ce que je dis, et je répète, les prix que nous avons actuellement, tant mieux, c'est très bien, mais ils ne sont pas des prix définitifs. Ce n'est pas nous qui les fixons. Le marché demain peut se retourner. Et qu'est-ce qui va nous permettre de continuer à gagner de l'argent sur le cacao? C'est l'amélioration des rendements. Quelles sont les logiques qui s'imposent à cette amélioration des rendements? Mais c'est l'encadrement. Que les gens apprennent à faire la cacaoculture. On ne se lève pas un matin, vous, jeunes fonctionnaires occupés à Yaoundé, etc., vous prenez un oncle au village, fais-moi une plantation de cacao. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut chercher un jeune homme ou toute personne qui est formée ce que c'est que faire une plantation de cacao.
Et à ce moment-là, il va le faire en fonction des normes qui sont connues. Nous avons même une société qui s'appelle la SODECAO. Donc c'est le travail. Et beaucoup de gens ne vont pas à la SODECAO pour faire leur plantation. Ils la font comme le grand-père faisait et ils sont étonnés par la suite qu'ils n'ont pas de bons résultats. Donc pour moi, c'est une question d'encadrement, une question de formation. Nous allons sortir de cet échange très très intéressant. Alors, le 10 février dernier, le chef de l'État a commencé son discours à la jeunesse par le football. Oui. Et on peut considérer que le football peut jouer le rôle de curseur social et politique dans notre contexte. Oui. Alors, quel est le sens pour vous de la pensée présidentielle? Pourquoi le président parle de football à l'entame d'un discours aussi important que celui qu'il adresse à la jeunesse? Mais c'est parce que c'est un rassembleur. Le président de la République est d'abord un homme qui veut rassembler les Camerounais. Et qu'est-ce qu'on observe? Le football est un facteur de rassemblement. Tous les Camerounais sont derrière les Lions indomptables. Il n'y a pas un fait social qui soit aussi rassembleur que le football. Et le président est tellement attaché au rassemblement que son parti s'appelle Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc le rassemblement, c'est, j'allais dire, le fondement de son idéologie politique. Donc, ce n'est pas une surprise qu'il évoque par deux fois et parlant à la jeunesse du football qui est un facteur de rassemblement. Je vous dis, notre parti s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple, ce n'est pas par hasard. Et donc, il est normal qu'on évoque un fait social qui est un fait de rassemblement, qui est le football. Et cela, je crois, ne pourrait étonner que des gens qui ne connaissent pas la philosophie politique du chef de l'État, le rassemblement et la paix. Et je pense que, en tout cas moi, je n'ai pas été surpris de l'entendre par deux fois, les jeunes non plus. Et on reconnaît là les modes habituels, sa manière de voir les choses, de dire les choses. Donc, je crois vous avoir donné la clé qui vous manquait pour comprendre pourquoi le chef de l'État parle aux jeunes de rassemblement, parle de football à l'entame de ses discours. Oui. Je ne sais pas s'il y a plusieurs faits sociaux qui rassemblent les Camerounais comme le football. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas du tout étonnant et c'est tant mieux. J'ai besoin d'une autre clé, honorable Roger Melengui. Oui. Le président, dans son précédent discours à la nation cette fois-là, c'était le 31 décembre 2024, il a indiqué que sa détermination à servir restait intacte. Oui. Alors, comment comprendre que le zèle pour la nation camerounaise dévore toujours autant le chef de l'État? Mais c'est parce que c'est un être exceptionnel. Vous, au moins, on serait peut-être dans une autre posture. Mais je crois que c'est un homme que Dieu a doté de qualités exceptionnelles. On est bien obligé de le dire, on est bien obligé de le constater, pourvu qu'on soit un tout petit peu objectif. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui, servant l'État depuis autant d'années, puissent conserver la volonté de continuer à servir. Et je crois que nous avons la chance d'avoir un homme de cette qualité au pays, parce que le Cameroun, c'est près de 300 ethnies. Il faut être à la tête d'un tel pays et le diriger pendant tant d'années sans que nous ayons différentes ethnies qui se battent les unes contre les autres. Le génie politique du président Biya, c'était déjà de faire un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple. Pour bien montrer que ce qui est important, c'est de rassembler. Et ce rassemblement est le ciment, ce Rassemblement démocratique du peuple camerounais est le ciment de la nation. La plupart des autres partis, ce n'est pas pour leur faire injure, j'ai décrit, sont localisés sur un territoire donné ou autour d'une ethnie donnée. Le seul parti au Cameroun qui rassemble tous les Camerounais, c'est le RDPC. Et quand un homme accomplit cela, et qu'il a décidé en plus de ramener ce rassemblement, j'allais dire, dans des villages, dans nos villages, dans nos arrondissements, vous avez un comité de base, vous avez une cellule. Tous les Camerounais se sentent ensemble au Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
moi je considère qu'après nous avoir donné la décentralisation pour prendre en main, il est tout à fait normal qu'il veille à ce que ces grands moments, ces grandes options de la vie de notre nation soient préservées et qu'il continue à entretenir cette flamme qui est d'ailleurs le symbole de notre parti pour que les Camerounais continuent à faire l'effort d'être ensemble. Parce que des grands dangers nous menacent. Je ne veux pas être l'apôtre de la sinistrose ou d'autres choses, mais quand on lit les réseaux sociaux, des choses de ce genre, où des gens pour faire des discours qui sont, disons simplement, étonnants, on se dit que notre pays est encore fragile, que ce ciment, que le RDPC doit continuer à jouer son rôle pour rassembler les Camerounais et que son chef doit continuer à faire ce travail. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas laisser le Cameroun partir, au gré des ambitions des uns et des autres qui sont tout à fait légitimes. Je ne peux pas dire à un Camerounais de ne pas être ambitieux pour lui-même. Mais le Cameroun est au-dessus de chacun d'entre nous. C'est la chose que nous avons en commun. Et nous devons la préserver. Et le chef de l'État est dans ce rôle. Parce que nous sommes encore une nation fragile. Est-ce que nous avons simplement une centaine d'années d'existence comme nation, comme État? Ce n'est pas le cas. Non. C'est la réponse que je peux donner à votre question. Merci, honorable Roger Melingi, d'avoir répondu aux questions de PRC-TV. Ben, écoutez, j'étais très heureux d'être ici, de pouvoir donner quelques éléments de réponse. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu dans la question que vous avez posée. Et je suis très heureux de cette initiative qui a été prise ici, que je découvre, parce que nous avons besoin, je crois, d'un langage qui est simple. Nous avons besoin d'un langage qui est franc. Nous avons besoin d'un langage que nous partageons. La liberté d'expression a laissé dans notre pays fleurir des médias dont certains prônent des valeurs qui nous sont absolument étrangères. Et c'est bien d'avoir une chaîne qui est capable de nous ramener à l'essentiel. Et c'est ce que fait votre chaîne avec beaucoup de succès. Donc, félicitations. Merci. La presse dit de vous que vous êtes expérimenté et que vous êtes un homme qui ne perd pas de son flegme. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il me fait penser à quelqu'un, il me fait penser au président Paul Biya, qui est un homme pondéré, un homme qui ne perd pas de son flegme et un homme expérimenté. Ben, écoutez, il est pour nous, je dis que l'image à suivre, il est pour nous le modèle. Et on essaie chacun à son petit niveau de faire en sorte qu'il reste l'inspirateur pour nous tous. Alors, dernière question, monsieur l'honorable Roger Melingi. Nous l'avons dit d'entrée de jeu de cette émission que le Parlement, l'Assemblée nationale siège dans un bâtiment flambant neuf et vous avez exprimé le sens que vous donniez au fait que vous avez un cadre de travail plutôt somptueux. Alors, quel serait votre mot de la fin? La fin ici, pas F-I-N, mais F-A-I-M. F-A-I-M? Oui. Ah, j'avoue que la fin, j'ai faim, si j'ose dire, d'un Camerounais, d'un Cameroun apaisé. J'ai faim d'un pays qui regarde l'avenir avec confiance, malgré les difficultés de l'heure. J'ai faim d'un pays qui va demain reconduire la confiance que nous avons depuis de nombreuses années à notre champion, au président de la République, au président Paul Biya. J'ai faim d'un pays qui va donner au monde l'exemple d'une démocratie apaisée où on peut ne pas être d'accord, mais on privilégie ce qui est le plus important, c'est notre pays. J'ai faim d'un Cameroun que les Camerounais aimeraient. Et c'est un propos qu'on peut lire dans les réseaux sociaux où certaines actions, certains groupes extrémistes ont pu faire ici et là. Non seulement sont une honte pour le Cameroun, mais font penser que
nous pouvons, du jour au lendemain, se trouver devant des situations pour le moins embarrassantes. D'où la nécessité pour que chaque Camerounais prenne conscience que nous sommes ensemble du fait de l'histoire personnelle, l'histoire de notre pays, et que nos enfants seront encore ensemble. Et que détruire ce que nous avons de commun, c'est-à-dire aujourd'hui la paix, en tout cas dans la plus grande partie de notre pays, mettre cela en danger est véritablement une action que chacun devrait se garder d'entreprendre sous quelque forme que ce soit. Je pense que le chef de l'État, le président Paul Biya, dans sa carrière politique dans notre pays, à la tête de notre pays, a montré à chaque fois ce qu'il privilégiait, c'est-à-dire la paix, l'harmonie entre les Camerounais. Et d'ailleurs, c'est assez symbolique d'ailleurs que notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, porte le nom de rassemblement. Parce que le président Biya est un rassembleur. Même quand il y a eu à l'intérieur de notre parti des situations un tout petit peu gênantes, on a vu les décisions finales privilégier le rassemblement, privilégier ce qui, j'allais dire, unit plutôt que ce qui divise. Ou divise. Et je pense que s'il y a un message que vous voudriez que je donne à l'issue de cette interview, c'est de dire ceux qui aiment le Cameroun aiment la paix pour le Cameroun. Et aimer la paix pour le Cameroun, c'est aimer le Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce numéro de la grande interview sur PRC TV. Je vous dis à très vite pour une autre édition de la grande interview sur votre chaîne. À bientôt.